Calibre 12 automatique. C'est italien. Vous le voulez à pompe ou auto? 45 à canon long avec visée laser. Ah, vous avez de la chance, il vient juste de rentrer. Belle arme. L'œil sur la cible, le point rouge apparaît. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente et c'est dans le mille. Vous voulez rien d'autre? Fusil plasma à phase, 40 watts. Ah, et vous voyez tout ce que j'ai. Uzi 9 mm. Vous devriez prendre ma place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Tout. Ah, j'ai gagné ma journée. Mais le permis du revolver, ça va demander 15 jours. Par contre, vous pouvez prendre le fusil. Mais sans le charger. Non. Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui est marrant. You cocksucker, you fucking miserable fucking... Et toi, on peut pas avoir de conversation. Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenue dans Contrebande, l'émission Cinéphage qui aujourd'hui est un peu spéciale puisque ce n'est pas vraiment un contrebande. Vous allez en fait écouter un extrait de l'émission Crossover animée par ce cher du sport sur Radio FMR dont, eh bien écoutez, votre cher animateur Axel a été l'invité pour parler de Terminator de James Cameron. Donc avant que vous écoutez ça, j'avais envie quand même de faire un petit topo sur James Cameron, notamment sur son cinéma et notamment sur les thématiques qui transpirent encore plus dans ces deux premiers Terminator. Et bien comme le dit si bien Christophe Gans, James Cameron est un cinéaste marxiste. En effet, on voit que son cinéma montre les ouvriers. Si vous prenez par exemple son Alien 2 comparé au Alien 1 de Ridley Scott qui lui avait une dimension théologique, eh bien on voit que la suite est beaucoup plus dans un délire post-industriel complètement démentiel. Ceci m'amène donc à une des thématiques essentielles du cinéma de James Cameron qui est l'apocalypse. Dans Terminator 1, il y a bien sûr cette ouverture incroyable qui nous donne la vision d'un futur dominé par les machines qui ont surgi des cendres de l'enfer nucléaire et qui essayent d'exterminer l'homme depuis des décennies. Ceci m'amène également à une dimension du cinéma américain qui irrite bien sûr le cinéma de James Cameron, mais aussi par exemple le cinéma de John Carpenter, qui est cette influence du western. On a donc un homme ou des femmes qui sont guidés vers une sorte de frontière, ici technologique, les yeux rivés vers un horizon. Sauf que chez James Cameron, personne ne gagne, et on court tout droit vers la catastrophe, qu'elle soit nucléaire ou naturelle. En clair, c'est le péril ou le cauchemar. Et puisqu'on parle de cauchemar, j'adore cette scène dans Terminator 1 justement, où Reeves, le héros parti sauver Sarah Connor, cauchemar de sa réalité. On découvre donc son présent qui va contraster avec notre présent, notre réalité qui est celle de l'Amérique industrielle des années 80. Ainsi, le cinéma de James Cameron montre cette révolte vis-à-vis de la folie humaine à un aspect post-humain qui témoigne en réalité de l'échec de la civilisation. Et cet échec passe bien sûr par la technophobie. Une technophobie qui est tout en soi paradoxale puisque James Cameron est de prime abord un technophile comme le montre son cinéma. Et pourtant, eh bien, on voit que malgré son amour pour la technologie, l'artisanat et les effets spéciaux, eh bien c'est l'humain qu'il va montrer avant la machine. La plupart de ses films montrent ainsi la mise en place d'un couple qui se retrouve pour pouvoir vaincre. C'est le cas par exemple de Titanic ou encore plus d'Avatar. Ainsi le sacrifice devient une symbolique bouleversante et le Terminator 2 est encore un exemple plus illustrant. Sarah Connor dans le deuxième est presque devenue un Terminator elle-même. C'est une mère et son fils qui vont alors retrouver cette fonction de la maternité. Il y a une vraie dynamique, un vrai retour de l'humanité par rapport à l'univers technologique qui est par ailleurs totalement sidérant. On va donc chercher dans le cinéma de James Cameron à renouer avec cette part humain malgré une technophobie paradoxale. Et enfin, avant de vous laisser avec l'émission de ce cher du sport, je voulais quand même aborder la dimension féministe d'une figure telle que Sarah Connor, puisque vous le savez, un simple mortel ne la mérite pas. Dans Aliens, le deuxième, Ripley était déjà définitivement une icône féministe. Sigourney Weaver incarnait une femme privée de son humanité qui retrouvait un peu de plaisir humain, presque naïf et idéaliste, au contact d'une petite fille dont elle souhaite devenir la mère de substitution, puisque cette dernière ne peut qu'enfanter un alien. Et bien dans Terminator 2, Sarah Connor prépare son fils à la bataille. Elle le dit très bien dans le premier, je n'ai pas demandé ses honneurs et je n'en veux pas, mais elle va quand même devoir faire preuve de courage dans tout ce cauchemar, être plus fort qu'elle ne doit l'être, en un mot, survivre. Ainsi je resterai constamment marqué par cette fin de Terminator 1 où Sarah dans son pick-up roule vers la frontière mexicaine, un foulard autour des cheveux, un berger allemand sur la banquette arrière. Elle est enceinte et elle enregistre sur une cassette des mots qui seront pour le futur John Connor.
et en même temps qu'elle enregistre tout ça, elle déplace un magnum sur le siège passager. Bref, ça annonce bien la couleur, elle va mettre au monde un enfant dont elle sait qu'il va avoir une vie pourrie. In this city, under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor. Sarah Connor? Yes. Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home. I'm Reese. It's a sign to protect you. You've been targeted for termination. This isn't true. How could that man just get up after you did? It's not a man. A machine. Terminator. Underneath it's a hyperalloy combat chassis. Microprocessor controlled. Fully armored. Very tough. But outside it's living human tissue. They cannot make things like that yet. Not yet. Not for about 40 years. Are you saying it's from the future? Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Alors aujourd'hui dans l'équipe, il y a même les remplaçants qui sont sur le terrain, c'est pas mal, c'est assez sympa. Avec dans l'ordre d'apparition, l'homme qu'on appelle Infested Grunt, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors tu vas te charger des mangas qui parlent de Terminator, donc ça va être vite vu. Oui. Merci, au revoir. D'un côté rapide, de lui, eh bien l'homme Broseb de retour, mais lui quand il vient, c'est vraiment pour des trucs intéressants et ça vaut le coup. Et qui va nous parler, bien sûr, des jeux vidéo, Bien c'est sûr, ça tout à fait. Et frappez du poing la paume de votre main. Et comme dirait Jackie Chan en saluant de façon Shaolin, Shalom. Ouais, Emmanuel juste à côté qui lui il est trop jeune pour avoir vu Terminator. C'est gentil, merci. Je fais pas mes 49 ans. Donc lui il va nous faire le topo sur les deux premiers parce qu'après les autres ça se gâte un peu, mais on aura 2 heures pour en parler. Et pour la partie musicale bien entendu, Yannick est là. Et là, ça va être du tout le temps, quoi. Oui, mais bon, moi, je crois que je suis hors sujet. Moi, je croyais qu'on parlait du dératiseur, la Verminator. Non. Terminator. Oui. D'accord. Donc, je refais un pouf pouf. Bon, alors, on va faire le sujet de philo. Si on commence à raison, est-ce qu'on Terminator? Je sais pas, quoi. Parce qu'il y avait également, en l'occurrence, Sperminator, mais c'est pas pour ça, quoi. D'accord? Non. Tu vas Bon, on a été dérangé, ces trucs qui arrivent avec les arrangements quoi à l'anglaise, vous savez, où vous avez la moitié qui est enfoncée en terre et l'autre moitié les fenêtres qui arrivent au niveau du sol, quoi. C'est comme ça. Et puis des fois, des gens viennent nous dire bonjour de façon agréable ou désagréable, mais c'est pas le problème. Donc on discutait de musique et Oui, on va évidemment faire un rapide tour d'horizon sur l'univers musical de la franchise Terminator, à partir évidemment des 2 premiers signés Brad Fiedel, puis on verra un peu comment ça évolue après par la suite. Ouais, peut-être. Et donc, il y a Axel, qui n'est pas un habitué de l'émission, mais que vous aviez entendu dans cette émission il y a pas mal de temps, et que vous avez entendu il y a pas si longtemps que ça, car c'est lui qui a réalisé cette interview sur les sorcières, l'expo au Muséum, qu'on avait diffusé justement dans cette émission Crossover, et qui anime également une émission sur la radio concurrente qui est juste en haut, c'est Booster, et c'est une émission qui s'appelle Contrebande. Contrebande, et ouais, par contre concurrent colocataire quand même. Ouais, non, mais il y a plein de trucs. Et on l'a invité parce que c'est un Terminator. Bah ouais. Je termine. Ouais. Mais par contre, ça me fait plaisir de quitter un petit peu le bassin ésotérique pour replonger un peu dans la cybernétique. Tout à fait. On va démarrer direct par la fin.
là, je sais pas ce qui s'est coincé, mais ça fait vachement mal. Axl Rose avec bien sûr les Guns, donc c'est le générique de fin du Terminator 2. Et je crois que ça c'est la version originale qui est sortie dans les Use Your Illusion 2, puisqu'il y avait le 1 aussi, et je crois que cette version c'est la version originale, donc elle est un peu plus longue que ce qu'on entend dans le truc. Je crois qu'il manque 1 minute quoi dans le générique, parce qu'il y a deux musiques dans le générique de fin quoi du T2. Et même le T800, quand il est dans le centre commercial, il a un paquet de roses et il sort un fusil à pompe. Ouais. Guns N' Roses. Ouais, c'est ça. Waouh, là on a explosé les boomers là. C'est bon, il y en a plus. Donc on peut commencer à causer parce que ça va plus être tellement bon. On va vous parler un petit peu de Terminator. On va vous parler d'un film d'un budget assez ridicule par rapport à ce qui se faisait à l'époque pour les gros blockbusters, les trucs comme ça, ou même les trucs semi-indépendants. C'est un budget de 6,4 millions de dollars et un film enregistré en mono. Non mais de quoi vous parlez les mecs? Vous foutez de la gueule de qui? Un film en mono, ouais. Non mais arrêtez. Enfin c'est comme ça qu'il était, c'est Terminator bien entendu. Et là ce qu'on écoute, eh bien c'est... Là, c'est la BO du Terminator 2, puisque en fait, cette année, c'est quand même le trentenaire du deuxième volet de la franchise. Et c'est pas à cette occasion qu'on le fait, c'est parce que nous, c'est la 300e. Tu vois, c'est pas 30, c'est 300, quoi. Double birthday. Ouais, à fond, quoi, à fond. Donc, on commence par quoi? Eh bien, moi, je vais faire un tour de table avec, parce que je dois être le premier à l'avoir vu en salle, peut-être pas longtemps avant toi. Mais c'est quoi la première fois pour vous Terminator? Le premier, hein, d'abord, c'était au ciné, c'était à la télé, sur un PC. Alors, on commence par... je vais y aller où tu veux. Je vais y aller. Moi, personnellement, c'était le 2. J'ai raté le 1 complet. J'ai pas vu du tout. Cinéma de quartier. Même, je dirais même cinéma de plage, vu qu'on était sur un grand écran sur la plage. Ouais, c'est encore mieux ça. Voilà. Et puis avec c'était la ligne d'horizon. Voilà. Terminator 2 près de la Méditerranée. Après, j'avais entendu parler de Terminator. Sans avoir vu, je savais qu'il y avait Schwarzy, mais bon, après, pas plus, pas moins, mais avec la famille, le reste, et puis on s'est fait le Terminator 2, comme si c'était un film d'action, sans connaître l'univers Terminator. Et puis, c'était bien. On va essayer de retrouver le 1. Et puis là, par contre, c'était sur une cassette vidéo chez le loueur en bas de chez moi. VHS. Donc. VHS et à partir de là, oui, la licence Terminator. Terminator 1, le 3. Par contre, après, j'ai lâché quelques jeux, mais après, c'est tout. Du côté de Broseb, comment ça s'est passé? La 5 qui passait des films bien bourrins. Ah oui. Ouais. Et puis c'était enregistré sur VHS parce qu'on pouvait enregistrer sur VHS les films. Et monsieur et madame Broseb avaient coupé le moment où il s'enlève l'œil parce que c'est le moment waouh. Oui. Et le moment où il s'enlève l'œil, je l'ai vu que cet été. Quand ils avaient changé de chaîne entre-temps. Et déjà tu pouvais faire pause enregistrement. Voilà, donc j'étais un petit Broseb pré-adolescent, voilà. Et c'était avec Alien, les films que je regardais alternés, Alien Terminator. Okay. Les deux références absolues de science-fiction. Du coup, il les alternait tellement vite que c'est devenu Terminalien, du coup. Alienator. Ou Alienator. Emmanuel, avant que tu nous narres justement de quoi qu'il s'agit dans Terminator, toi, c'est quoi ta première fois? Alors, ma première fois, c'est pareil, moi j'ai eu la chance de les voir au cinéma, le 1 comme le 2. J'ai bien aimé à l'occasion de la sortie ou une reprise ou non, au moment où c'est sorti. C'est genre la cinémathèque. Non. Et en fait, je sais que mon plus gros souvenir en fait est sur le 2 où quand il est sorti, donc c'était au Gaumont de Nouveauté, il me semble. En fait, c'est vraiment le son qui m'a mis une claque au départ, quoi. Les 3 premières minutes du film où ils sont dans le futur et donc c'est un peu la guerre entre les machines et les humains. J'ai vraiment pris une claque auditive que j'avais jamais connue avant, quoi, dans d'autres films ou ailleurs. Vraiment, j'ai pris une grosse claque en voyant donc ce début de Terminator 2.
Voilà. Je reviens sur le 2, parce qu'apparemment, faut dire aussi la première expérience de 2. J'ai une superbe expérience de 2. C'était le cinéma Doche. Imaginez, la salle est noire et le film ne commence pas. Et là, on fait, oh là là, ça monte en intensité. 30 minutes se passent. Oh là là, ce film, il arrive. C'était la première. Et là, une voix grave fait, Monsieur, mesdames, la bande n'est pas arrivée, le film est annulé. Ils se sont rendus compte que... Ils ont attendu, en fait, ils attendaient la bande et les gens étaient là, rembourser nos invitations. Superbe expérience de jugement dernier. Ok. Pas mal. Alors toi, la première fois que tu y allais voir Terminator, c'était pas annulé. Non, c'était ailleurs qu'annulé. Je sais pas où c'est annulé de toute façon. Et en 84, donc notamment en janvier, il y avait Avoriaz. Donc moi, je suivais très souvent le festival d'Avoriaz et j'ai lisé énormément l'écran fantastique et Manouise. Donc je savais déjà ce qui allait arriver. Et le dimanche, des fois, notamment sur la télé, t'avais Dimanche Martin, et à un moment donné, il nous passe la bande-annonce de ce truc-là au moment où ça allait sortir. Et mon père, il me disait, oh putain, c'est un truc à voir. J'ai dit, ben oui, c'est un truc à voir. Et du coup, et du coup, moi, j'ai été le voir dès le jour de la sortie. C'était au Gaumont, celui qui est encore existant, puisqu'il y a eu plusieurs Gaumont à l'époque à Toulouse, mais là, c'était celui qui est encore Gaumont-Wilson. C'est là où j'ai été le voir en 84, le jour de sa sortie. Gaumont-Wilson n'existe plus. Si. Mais bien sûr que si, c'est l'UGC. C'est l'UGC qui est parti. C'est dénaturé maintenant. Oui. Et notre petit jeune de l'équipe. Là. Ah bah là oui, petit. Justement, petit jeune comme tu dis. Je tiens juste par rapport à ce qu'a dit Yannick, c'est vrai que c'est bien quand même de rappeler que les revues comme Mad Movie, L'écran fantastique et également Starfix, oui, voilà, si je l'ai oublié, j'ai visé les trois. Ça mettait déjà en valeur ce genre de film qui serait complètement passé à la trappe autrement. De toute façon, et pour les fans qui comprenaient ou qui se faisaient chier à ramener les fanzines officiels américains ou anglais, voilà, c'était leur tasse de thé, si je puis dire. Mais comme tu l'as précisé, c'est une époque que j'ai pas trop connue et moi je suis la génération torrent. Mais tout à l'heure justement, je me suis souvenu que non, en fait, moi première rencontre avec Terminator, parce que du coup j'ai grandi avec l'icône. Voilà, on connaît Schwarzy, on le connaît, le visage, le fusil à pompe et tout, c'est déjà des images que j'avais en tête. Mais moi j'ai commencé avec la série en fait. J'ai dû voir 3-4 épisodes un dimanche sur TF1 il y a 10 ou 15 ans quand le dimanche il y avait Chronicles. Exactement, ouais, quand le dimanche il passait plein de séries de qualité comme Walker Texas Ranger, c'était cool. Et ben il y a eu un moment ils ont passé les chroniques de Sarah Connor, ça a pas duré longtemps et déjà ça m'avait pris. Mais c'est un jour, du coup, quand je me suis fait une bonne collection torrent de films téléchargés où je me suis enchaîné les 3 premiers et donc ça allait un peu crescendo, du moins jusqu'au 2, le 3, voilà. Mais le premier, c'est quelque chose. Donc voilà, sur mon PC, j'ai rattrapé mon retard comme ça d'un coup. Ok, bon, on rentre dans le vif du sujet à présent. Et toi Ah ben moi, je l'ai vu au ciné quand il est sorti, et il était sorti un tout petit peu avant. Alors bon, parce qu'on avait un excellent directeur de salle qui était un jeune comme nous, qui faisait d'ailleurs une émission de radio dans notre radio, et qui se procurait des films qui passaient pas généralement, genre le retour du mort-vivant, des trucs comme ça et tout, parce qu'il avait 5 salles, donc il pouvait se permettre ce luxe, et donc qui avait chopé la copie avant justement Avoria, et voilà quoi, c'est pour ça que on a eu l'occasion de voir ce truc là et c'est et la grosse claque donc. Alors pour Terminator, on parle du premier là pour l'instant. Alors les origines, c'est James Cameron, bien sûr, ça on vous l'a dit, on vous l'a répété, non on l'a pas encore dit, mais on va en parler de l'homme Cameron quand même. Ça a commencé par Terminator et carrément finir par un film Titanic. Non, c'est pas possible. En même temps, c'est logique. T'es en train de dire, ça coule, c'est normal. Voilà, t'es en train de dire qu'en fait la franchise était en plein naufrage, quoi. Attention avec Titanic, parce que moi je trouve que c'est pas une incohérence dans la filmographie de James Cameron. Non, mais bon, ok. Alors Terminator, je le répète, donc budget au départ 6,4 millions de dollars. Ici, on va pas vous parler de toutes les magouilles qui a eu lieu avant, qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau du script, des gens qui vont participer, des gens qui vont se désister, des gens non, lui je veux pas le voir. Enfin, Hollywood. Ça, on va pas vous en parler parce que ça prendrait des plombes, mais vraiment des plombes. Je parle même pas de l'aspect financier. Parce que là, il faut être 4 avocats autour de la table pour comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui a vachement marché aux États-Unis et au Canada, d'ailleurs, parce que le film est sorti en même temps, l'opening weekend donc du 28 octobre 84
rapporte déjà 4 millions. Donc ça fait déjà 2/3 du film de remboursé lors de la première semaine. C'est trop cool. Et il va enregistrer 38 millions de dollars. Au bout d'un moment, ça va être un succès phénoménal et ça rebat un petit peu les cartes pour Cameron. Mais Cameron, lui, il vient pas de nulle part. De toute façon, si c'est son premier film où il met son nom comme réalisateur, il avait déjà participé à d'autres films avec plus ou moins comme assistant. Enfin bon, il a fait pratiquement tous les boulots. Il s'était fait virer 2 ans ou 3 ans auparavant de Piranha 2, donc qui est vraiment une bouse d'ailleurs, faut le dire. Et donc dont il est crédité comme réalisateur d'ailleurs. Oui, mais il s'est fait virer quand même. On l'a remplacé quoi. Et avant, il a fait sa carrière, on va dire, chez Roger Corman. Il s'est fait virer pendant Piranha 2, qui est une production d'ailleurs, faut le dire, italo-américaine. Il s'est fait remplacer pendant la phase de montage. On l'a carrément jeté et il entrait le soir par effraction pour tenter de recoller les morceaux. Il était un peu fouilleux, il était un petit peu chien fou à l'époque. Et donc, il va se retrouver avec son scénario qu'il a déjà un petit peu en tête. Tout ça, cette espèce d'histoire, mais ça, c'est des histoires d'influence, des influences qui viennent de très loin, de son adolescence, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a pu voir à la télé, au cinéma, et qui vont forger un petit peu ce script. Mais en même temps, il va devoir trouver du boulot, quoi, parce qu'à cette époque-là, il crève un petit peu la dalle. Il va même à des moments, carrément coucher dans sa bagnole, parce que il a pas d'appart, ou alors squatter chez des potes, et il va se retrouver avec une période avant le commencement du tournage et la finalisation du film. Il va travailler sur 3 scénarios. On va lui dire vas-y, tu travailles, et tout quoi. Et donc il va travailler sur 3 scénarios. Dont le sien bien sûr, mais également Rambo 2. On va lui dire tiens, tu nous fais scénario, tout. Il voit Stallone, ouais d'accord, allez vas-y, travaille dessus. Il y a un 3e film dont je me souviens pas, mais qui est assez connu. Et donc il va faire les 3 quoi. En fait, et à un moment il explique que il installe 3 bureaux. L'un à côté de l'autre, et sur chaque bureau il y a les feuilles qui correspondent à chaque scénario pour pas qu'il y ait des feuilles partout et qui se plantent. Et il arrive à ses fins donc, mais par contre après on lui a beaucoup reproché justement ce genre d'influence qu'il avait eu et surtout de référence, c'est-à-dire qu'il a passé des trucs dans son script et également au niveau visuel. Alors ça va aller quand même assez loin parce que il a carrément pas Cameron, mais enfin bon, la maison de film, il est carrément en procès avec Harlan Ellison. Harlan Ellison, c'est qui? C'est quand même un type qui a écrit beaucoup dans pratiquement tous les genres, mais surtout dans le fantastique et la science-fiction. Il a fait du polar aussi, enfin plein de trucs. 1700 nouvelles, scénarios, séries et comics, dont Star Trek et dont l'épisode qu'il a écrit et dont l'ensemble des Trekkers est le meilleur épisode de la série originale. Attention, pas les trucs après quoi. Et donc il va attaquer Cameron en justice pour plagiat. Pourquoi? Il y a 2 épisodes de Au-delà du réel que Harlan Harrison a écrit, Soldier 64 en 64 et un autre, Demon with a Glass Hand. Et en plus, il rajoute qu'il lui a piqué le concept de Skynet dans la nouvelle I have no mouth and I must scream. Bon voilà, vous pouvez vous intéresser et puis regarder, lire ces trucs-là. De toute façon, du Ellison, c'est toujours vachement bien, quoi. C'est bien écrit, ça vaut le coup. Ensuite, y a l'auteur de polar Robert Grace. Alors là, Harlan Ellison, c'est pas compliqué parce que le mec, il a eu les boules parce que il s'est dit non, il y a trop d'influence et j'ai même pas mon nom au générique, genre tiré de. Voilà, tu sais comment ils font quoi pour remercier. Que dalle. Et ça s'est passé en procès, ça a duré un petit peu longtemps et sur la première version de Terminator qui passait en salle, il n'y avait pas rajouté au générique Harlan Ellison. Et c'est venu 2 ans après, enfin, quand il y a un jugement qui a été rendu, qu'on a pu marquer, avec les idées de Harlan Ellison dans le générique de fin, comme d'hab. C'est-à-dire en très petit, et puis quand tout le monde est déjà debout en train de faire la queue pour sortir. Alors, Robert Grace, c'est son roman The Sentry, qui glisse quelques occurrences liées aux 2 premier Terminator. Bon, lui, il va pas s'emmerder la vie. De toute façon, il gagne bien sa vie. C'est scénariste de Barretta, Canning Lacey, Miami Vice, Hill Street Blues. Bon, ça va quoi. Ça va. C'est pas mal. Et il écrit des romans qui sont vraiment super, quoi. Vraiment. On peut dire également qu'au niveau de l'influence, c'est l'influence de sa jeunesse de Cameron, les années 70, le début des slashers.
Parce que, en fait, quand même, ouais. Terminator, si t'enlèves les robots et si t'enlèves le voyage spatio-temporel, c'est un film de slasher. Un type qui vient pour dégommer tout le monde avec une victime finale qui est plus ou moins emblématique d'une thématique pseudo-mystico-religieuse que tu veux, quoi. Et puis voilà, c'est tout. T'as raison, le premier, c'est totalement, en fait, c'est presque un boogeyman dans le sens où, mais en fait, il a réussi à reprendre le caractère hybride de la science-fiction. Donc lui, il fait que le premier surtout, c'est vraiment une science-fiction horrifique. Il y a énormément de choses liées à l'horreur, notamment il voulait au body plus horror. ça. C'est d'ailleurs lui, il ne voulait pas de science-fiction pure. Lui, il voulait un truc un peu craspec quand même, depuis le départ. D'ailleurs, si je peux rajouter juste au niveau des influences, très rapidement, en 78, Cameron, il avait réalisé un court-métrage qu'il avait fait financer par un consortium de dentistes. Consortium de dentistes. Un consortium de dentistes, ouais. Et ça s'appelait Xenogenesis et ça parlait justement, on parlait déjà de robots qui prenaient un peu leur indépendance et d'un combat d'une femme contre un robot qu'elle manie à main nue, avec un peu de début de dérive mystique. Et puis comme tu l'as dit aussi, Cameron, donc canadien. Aujourd'hui, les pour Canadiens, quelqu'un, c'est les meilleurs Américains, de toute façon. c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui on l'a appelé comme le pape du blockbuster hollywoodien, alors qu'à la base c'est quand même quelqu'un qui a un petit côté anti-système hollywoodien. Et puis il a fait aussi les effets spéciaux avant, en même temps quand il travaillait dans l'écurie Corman, ce qui a beaucoup à mon avis aidé à faire un film de qualité avec 6 millions d'euros. Comment réussir à faire des films avec que dalle, quoi. Mais c'est surtout les effets spéciaux. Il a participé aux effets spéciaux du film de Carpenter, New York 97. Et donc du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se retrouver dans l'univers nocturne et pessimiste. Oui, et également le site Carpenter. Et c'est vrai que Carpenter, c'est quand même un des maîtres du slasher, quoi. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tout se recoupe, quoi. Exactement. Yannick. Alors, on a remarqué également. Alors ça, c'est venu longtemps après. Ça, c'est pour les gens qui se triturent les méninges à chercher des trucs là où il y en a pas, mais il y en a quand même. Maintenant, on appellerait ça des complotistes actuellement. Mais assez vite, on s'est dit, ouais, il y a quand même vachement de symbolique chrétienne. Alors tu dis, ouais, c'est normal, c'est un film ricain, fait par des ricains, des Canadiens. Je veux dire, ils ont tous une mentalité un petit peu, voilà, même s'ils ne sont pas pratiquants ou même pas croyants. Ok, il y a quand même des trucs inconscients. Et donc, il y a la symbolique chrétienne dans Terminator qui est évidente. En plus, si tu y penses bien, parce que John Connor, c'est JC, Jésus-Christ. D'accord. Et en plus, pour les deux sont des sauveurs de l'humanité. Il n'a pas vraiment de père. S'ils arrivent ou ils y arrivent pas, on s'en fout. Ouais. Parce qu'il y en a un qui n'arrive pas du tout. Devinez. Et en fait, ils sont tous deux sauveurs de l'humanité et tous deux sont nés d'une mère inséminée de façon bizarre. Puisque la Vierge Marie, c'est Dieu qui vient, puis hop. Et pour Sarah, c'est un type qui vient du futur. Alors tu te dis c'est quand même un petit peu bizarre, mais c'est comme ça fait partie, donc l'espèce de et le robot il finit écrasé sous une presse hydraulique comme Jésus. Je connais rien en Bible, je suis désolé. C'est quelle Bible celle-là, c'est quelle? C'est la Bible là où Jésus crie, mais il crie beaucoup. D'accord. Ok. De toute façon, il y a toujours eu plusieurs versions. Celle-là est costaud. Celle-là est costaud quand même. Vas-y, continue. Non, allez-y, parce que j'ai pas calé de morceaux pour... On parlait des influences. Lui, James Cameron, il dit qu'il a en fait pensé c'est dans un de ses cauchemars qu'il a pensé à l'idée d'avoir cette histoire-là. Et donc cauchemar visiblement sûrement effectivement influencé par d'autres par des bouquins ou par autre chose, mais en tout cas lui il dit que ça vient d'un de ses cauchemars et que c'est là que lui est venue donc l'idée de ce scénario, quoi. Voilà, plus précisément, c'est lors qu'il a été hospitalisé à un moment donné, il avait été blessé et dans ses cauchemars il se voyait avec une espèce de plastron métallique et un bras métallique. Et à partir de là, en mélangeant évidemment les autres influences sur le voyage dans le temps, il aurait un peu établi ce truc-là. Ouais. C'est intéressant, ça rejoint un peu du coup deux des obsessions qui sont entre fascination et répulsion chez Cameron, qui est cette passion pour la technologie et qui se lie aussi d'une certaine technophobie. Et je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir ici, c'est parce qu'on voit que ces films quand même si ça parle de machines et de choses très technologiques, il essaye toujours de retrouver l'humain au sein de la machine. Et je pense qu'il y a ça qui doit se jouer. Le Terminator, vous voyez, c'est quelque chose qui reproduit, donc là, le T-800, c'est celui-là dans le premier.
c'est une imitation d'humain qui n'arrivera jamais à avoir la capacité, l'humanité, l'âme indicible d'un humain. Et lui, il a cette peur, Cameron, d'être envahi par des machines. Donc, du coup, de devenir un cyborg lui-même. C'est très intéressant, je pense, cette technophobie. Et en même temps, dans ce que tu dis, en fait, au début, effectivement, dans le premier, c'est vraiment le robot tueur sans pitié. Et en fait, dans le 2, il devient plus humain, en fait. Puisque t'as à la fois, il devient un peu le père de John Connor, le père de substitution. À travers le film, même si en un film je trouve que c'est un peu léger pour devenir un père, mais c'est un peu ça. Et puis en même temps, justement, John Connor lui apprend à devenir plus humain. Dans le 2, elle dit même la mère qu'il est mieux qu'un père parce qu'il ne frappera jamais. De tous les pères possibles, tous les pères possibles, qui ont été le candidat pour le père, cette machine serait le mieux. Idéologiquement, c'est limité quand même. Ouais, puis il lui apprend que pourquoi, par exemple, pourquoi les humains pleurent, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça où justement j'ai l'impression qu'il redevient, qu'il essaye de faire en sorte que les robots redeviennent plus humains, quoi. Ouais, exactement. Et j'aime beaucoup, par contre, quand t'as parlé dans le premier, surtout que c'est une machine qui avance. Là, je vais plus du coup, ça me fait penser à surtout, je pense que ce qui est magnifique dans le scénario de Terminator, c'est que c'est un pur film d'action. Et il a une manière de traiter l'action, et ça rejoint un petit peu le côté, comme disait Boogeyman, comme a dit ce cher du sport, c'est que le Terminator dans le premier, c'est vraiment un outil qui doit accomplir une fonction, et du coup l'action ne s'arrête jamais. Il y a un moment de suspension quand même qui déboule sur cette scène de sexe, aussi sous le tunnel, etc. Il y a que cet unique moment de suspension dans la dramaturgie, mais c'est vraiment un pur film d'action. Et du coup, Cameron, il est quand même contemporain des gars comme John McTiernan, qui lui, du coup, aussi était un peu révolutionné l'action avec son piège de cristal. Mais on était dans une action beaucoup plus, je dirais, ludique, beaucoup plus, vous savez, intellectuelle, avec ce concept de tour. Alors que là, Cameron, il y a ce côté, le truc, il avance, il va faire son boulot. Et l'action est définie par la machine, en fait. Oui, le fait que ce soit un robot, forcément, et c'est bien qu'il ait gardé cet état d'esprit-là dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de tuer, et il tue vraiment. C'est pas, je pense que c'est rare, à la fois dans les films de science-fiction et les films d'action, même à l'époque, surtout, d'avoir autant de meurtres, de tueries, mais bon, vu que c'est un robot, c'est normal, quoi. Et un univers aussi beaucoup, là ça rejoint le côté prolétaire de ce cher James Cameron. On voit une magnifique course-poursuite dans un gros camion-citerne, et James Cameron a fait plein de petits boulots, il a notamment été chauffeur poids lourd. Et donc ce côté prolétariat, ça transpire dans son ciné. Alors justement, tu évoques le massacre. C'est vrai que à l'époque, quand le film est sorti, c'est vrai que ça défouraillait, ça fait beaucoup parler. C'est trop violent. Il y a des morts. En plus, c'est des morts un peu gratuits, quoi. Je veux dire, bon, ok. La scène du commissariat. La scène du commissariat, ouais, pas tellement. Mais enfin, le truc avec les punks, je veux dire, ok, quoi, le mec fait emmerder, alors que c'est des petits nabots, ils pourraient passer. Pousse-toi, j'y vais, non. Et là, il se loot. Alors, le body count du film total 39. Et donc il y a même des petits malins qui se sont dit mais dans le film il y a des personnes qui sont blessées, qui sont pas mortes, on les voit qui bougent, mais elles vont certainement mourir, donc il faut rajouter. Et donc ils arrivent à 42, mais le body count, vraiment des morts. Et le Terminator lui-même, donc, il va tuer 27 personnes en tout sur les 39, dont 17 flics. Donc c'est lui le tueur de flics dans ce film. Je voulais juste, avant qu'on fasse une petite pause musicale, je voulais juste évoquer justement à la préparation du film. Bon, on a parlé un petit peu du scénario. Alors, on n'a pas parlé de qui allait jouer le Terminator. Parce que là aussi ça a été un petit peu merdique, quoi, on va dire, parce que il y a eu on va dire pratiquement le tout Hollywood, et dont des mecs que tu ne crois pas que on les ait présentés, que leur agent leur a dit s'il va jouer dans ce film c'est cool. Par exemple Chevy Chase, je vois pas Chevy Chase jouer dans Terminator. Il y a eu Michael Keaton, Ron Perlman, Stephen Lang, Kevin Kline, Tom Selleck, mais qui pouvait pas parce qu'il avait Magnum. Lui, il en a loupé des bons. Stallone lui-même, mais comme il savait que Schwarzenegger était plus ou moins le premier choix, il a dit non, on est déjà en compétition comme ça va, on n'a pas encore su taper sur la gueule. Ça commence Mel déjà. Gibson, lui, il a décliné.
il a décliné, il dit non, c'est pas bon. Et de toute façon, si t'as choisi Schwarzy, t'as fait le bon choix. Donc, sympa. Sauf que Schwarzy n'était pas prévu au départ pour jouer le Terminator. Hein. Non plus. Il devait jouer Kyle Reese. Il devait jouer Kyle Reese, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais là, à noter qu'au moment où justement il démarchait pour les producteurs, il y a un autre acteur qui était un pote à Cameron qui l'a utilisé pour démarcher ça. C'est une petite anecdote sympa, c'est quand il a été démarché ça, tout d'un coup, les producteurs étaient dans leur bureau, machin, tout d'un coup, blam, la porte s'ouvre violemment, qui c'est qui arrive en habillé en Terminator et compagnie avec la gueule complètement défracassée? Lance Henriksen. Son pote de toujours. Et c'est comme ça, les autres, ils étaient tellement impressionnés, ils se demandaient, merde, qu'est-ce qui se passe, on va se faire passer, ils savaient pas ce qui allait se faire, ils avaient l'impression qu'ils allaient se faire tuer, et là, il y a Cameron qui ouvre, et voilà comment sera mon Terminator. Et là, les autres, ah ouais, d'accord, ça, on y va. Donc, Lance Henriksen a été un Terminator quelques secondes, quand même. Ouais, c'est ça, parce que il avait déjà passé des castings, mais, le casting, mais pas pour le rôle de Terminator, et puis bon, comme effectivement, c'était des vieux potes, mais après, une fois que Lance Henriksen s'est barré et que Cameron est revenu voir les producteurs, il y en a un qui a dit, tu peux faire ton film comme tu veux, mais oui, ce sera jamais Terminator. Et ce qui fait que Cameron après c'est vachement réutilisé ce genre d'acteurs. Il y a 4 acteurs dans le film Terminator qui sont réutilisés dans le film suivant, Alien le retour. Donc dont Lance Henriksen bien sûr, il y a Bill Paxton également, Michael Biehn, voilà. Schwarzenegger en tout cas, c'est vrai que c'est quand même le tour de force parce que comme je parlais de cette action de ce bonhomme outil qui doit avancer, le jeu monolithique, je dirais presque minéral de Schwarzenegger, ça a énormément joué sur le Terminator. Mais le pire, c'est qu'en fait, il était casté pour Kyle Reese et c'est lui, en lisant le script, qui a dit non, je veux être le Terminator. Donc on voit déjà que c'est un acteur qui avait conscience et une intelligence quand même chez Schwarzenegger qui a vite été oublié parce qu'aujourd'hui, moi, ma génération, j'ai l'impression, on le voit, on se dit, il est ridicule, il sait pas jouer avec son accent autrichien. À l'époque, je crois que c'était déjà des critiques qui étaient dites. Moi, je pense qu'il y a une vraie intelligence chez Arnold Schwarzenegger. Et surtout, c'est cette idée de corps de cinéma. Il a cette conscience qu'il est un corps de cinéma et que du coup, il va être traité comme un outil et son personnage est un personnage outil. Ouais, mais parce que c'est pas évident, hein, parce que bon, à l'époque où justement ça se négocie et tout ça, bon, le premier choix Schwarzy, mais Schwarzy, il est sur Conan le Destructeur, donc c'est pas top, quoi. Richard Fletcher, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que pendant un interview, pendant le tournage, il est là, ouais, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout. Après ça, je vais tourner dans un film de merde pendant 2 semaines et puis ça ira et c'est bon. Et il parle de Terminator, donc bon, il se ravisera bien plus tard. L'avantage qu'il a eu parce qu'ils sont devenus potes après avec Cameron, quoi. L'avantage qu'il a eu dans ce film, dans le premier, c'est que vu qu'il avait que 17 répliques, même s'il était autrichien et qu'il avait pas un accent américain et tout, ça passe. Bien sûr. Alors 17 répliques, et ça c'est un vœu de Cameron qui avait décidé de lui donner encore moins de répliques que dans Conan le Barbare. Et l'autre anecdote qui est assez sympa, quoi, c'est qu'au départ, bon, on sait que Schwarzy a un accent allemand, autrichien, assez prononcé quand il parle anglais. Et pourtant, lui, ça fait longtemps ça faisait déjà plus de 12 ans qu'il était aux États-Unis, donc ça parlait fluently. Mais il avait ce putain d'accent. Et il s'est obligé à écouter des gens qui parlaient l'anglais écossais pour justement avoir noyer cet accent allemand, quoi, qu'il avait, malgré le petit nombre de répliques qu'il avait à faire, quoi. Et c'est formidable aussi qu'il joue le Terminator après Conan le Barbare, qui est une figure aujourd'hui presque et le Destructeur, mais qui est une figure, je dirais, presque viriliste, vous voyez, du mal alpha absolu. Et là, il y a presque une destruction de ça parce que du coup, de ce film, il va le jouer. Du coup, il y a toujours cette figure de puissance presque virile, mais la vraie héroïne, ça va être Sarah Connor. Il va être démantelé par une femme. Eh bien, on va passer un petit peu de musique et on parlera justement bien des personnages qui auraient été pressentis, des actrices qui auraient été pressenties pour Sarah et pour Kyle Reese. Alors pour Terminator, j'ai oublié, il y avait O.J. Simpson aussi. Et puis ça c'est les producteurs qui ont dit ouais non, il est trop gentil, O.J. Simpson, ça le fait pas. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi. Michael Douglas aussi, hein. Bon bah voilà, quoi. Allez, un petit peu de musique, il est 12h50, c'est toujours Radio Éphémère, c'est toujours Crossover numéro 300 et un petit morceau, allez, de Rock and Roll.
You go out when you get ready, baby. You stay out late as you please. You come home drunk and staggering, with mud all over your knees. You better watch yourself. I got my eyes on you. I'm watching every move. Oh, oh. You got some old gin in that neighbor with an old piece of car. When I ask you where you been, baby, you said, Daddy, I wasn't far. You better cool yourself. I got my eyes on you. I'm watching every move. Oh, 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 oh. I ain't no plumber, darling, but I'm his friend. I can thread more pipe than a plumber can. I got my eyes on you. You better cool yourself. I'm watching every move. Uh-huh. I ain't no butcher, darling, but I'm a butcher man. I can handle some meat a little better than he can. I'm a man, a hoochie coochie man. You better watch yourself. You better watch yourself. I got my eyes on you. Un petit coup de bodylay, ça fait pas de mal là. Et c'était donc un espèce de medley des morceaux de Muddy Waters, mais le morceau qu'il a composé, soi-disant, entre guillemets, you better watch it, quoi. Donc bon, ça a rien à voir, mais bon, hein, il y avait quand même du I'm a Man dedans. On revient à notre ami Schwarzy, à notre ami Terminator. Alors, on a parlé du cas, oui. Du cas du héros, enfin de l'anti-héros principal, on va dire. Mais on va parler du soi-disant du héros, c'est-à-dire un mec qui va sauver l'humanité, Kyle Reese, mais pas lui, mais un autre, mais vous verrez pourquoi. Et Kyle Reese, donc, eh bien, c'est donc Michael Biehn, on en a parlé un petit peu avant, 27 ans à l'époque, beau gosse, pas mal, sympa, mais lors de l'audition, putain, il a l'accent du Sud, mais c'est pas possible et tout, quoi. C'est un sudiste du Texan. Non, on peut pas et tout, quoi. On a déjà un Canadien. Il y a des gens qui ont insisté, ils disent, ah, si, allez, quand même et tout. Surtout parce que bon, ils ont eu quelques refus, on va dire, hein. Bon, on a parlé de Bruce Willis, on a parlé de Sting. On a parlé également de Mickey Rourke, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Mickey Rourke qui essaie de se refaire une carrière parce qu'il était un petit peu blacklisté. Voilà, ça c'est pour Kyle Reese. Ensuite du côté féminin, Sarah Connor, eh ben, qui est certainement la personne la plus importante parce que sans elle, rien n'arriverait et donc il y aurait même pas de Terminator. La mère du futur. Voilà. Donc Linda Hamilton, la maman, c'est la maman. Donc, mais il y avait également pressenti Debra Winger, Gina Davis et moi ce qui m'aurait vachement plu, c'est Jennifer Jason Leigh. Mais ça aurait peut-être pu. Ça aurait fait un truc un peu décalé et déviant que j'aime bien. Bref, voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, à présent, savez-vous quels sont les produits iconiques on a parlé du body count avant, c'est-à-dire des types qui sont dégommés, 40 morts sur l'ensemble du film. Bon, c'est rien par rapport au film d'aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose parce que c'était pas un film de guerre.
et ça se passe en milieu urbain, tu vois. Et donc il y a des gens qui sont tués pas par le Terminator. Et là, je suis intrigué. Eh ben oui, alors avec Kyle et puis il tue pas beaucoup, il tape, mais oui, si. Dans le premier, t'as tout le commissariat qui passe. Mais c'est le rôle du Terminator, tout ça. Mais non, mais il y en a d'autres également qui tapent, quoi. Alors concernant le Terminator, on va faire un petit listing de comment il est, à part son armure, quoi. Bien sûr, eh bien, vous avez remarqué les lunettes de soleil. Alors là, les lunettes de soleil, quoi. Attends, iconique, c'est les gargoyles, donc c'est la marque qui s'appelle comme ça, un gargoyle, quoi, comme une gargouille. Et donc, en fait, elles ont déjà été utilisées. Alors les petits malins qui sont des vrais cinéphiles avaient déjà repéré que quelques années avant, elles étaient portées par Clint Eastwood dans Sudden Impact. Ah ouais, en 83 donc, pas longtemps avant, mais quand même. Alors la bécane. Alors vous êtes pas des fans de bécane, et de toute façon vous avez remarqué c'est pas une Harley. Alors c'est quoi? Alors je peux vous le dire, c'est la Honda 7,5 CB, quoi. C'était un monstre ce truc à l'époque. Dans toutes les années 70, c'est la grosse moto qui allait le mieux. 4 cylindres, une souplesse et tout, une pêche d'enfer. C'est des motos que moi j'ai vues toute ma jeunesse. Il y avait que ça, de la Honda 750 CB. Et c'était bon, il y avait plus haut en cylindrée, mais là c'était le truc idéal. CB fort, attention, pas la CB normale. Et du côté des guns, ça vous dit? Alors, du côté des guns. Alors déjà, L'Uzi, ouais, c'est le submachine 9 mm. Ils ont vendu des millions d'Uzi grâce à ce film. Yes, le 357 Magnum, ça, il y avait déjà un autre qui s'en était occupé. Avec la visée laser. Ouais. Smith et Wesson classique 4 pouces, ça c'est un petit peu moins, c'est plus l'arme des flics en fait. On a le Space 12 automatique, là c'est fusil automatique qui démonte, et il y a également un AR-18. Alors là, c'est une petite planterie dans le film parce que les AR-18, c'est les flingues qui servaient aux GIs au Vietnam. Donc c'est surplus, au fur et à mesure, l'armée les filait au service de police. Donc ils se battaient avec des armes qui dataient du Vietnam. Et il y a également, ce qui a créé un petit peu la polémique, c'est l'AMT 1911, le 45 avec visée laser. C'était pas le truc. Et en fait, si tu veux, ça peut tirer par rafale. Sauf que dans le film, tu comprends que ça a été acheté dans une armurerie. Or, à l'époque, dans les armureries, l'armurerie n'a pas le droit de vendre des armes de guerre automatiques. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de recharger, tant que tu es appuyé, ça dépote. Tu étais obligé de faire du coup par coup. Et donc, il fallait modifier cette arme. On achetait l'arme qui était réservée au client lambda et on pouvait la modifier pour en faire une arme avec l'automatisme. Donc, et c'est d'ailleurs évoqué à un moment donné dans une partie du script qu'aurait écrit Cameron en disant on va faire une petite scène pour que les gens comprennent pourquoi le truc il peut tirer par rafale et pas uniquement au coup par coup. Parce que les ricains ils sont quand même vachement plus forts que nous au niveau des armes, ils y connaissent vraiment à donf. Et d'ailleurs il faut savoir que l'ami Schwarzy s'est entraîné pendant 1 mois tous les jours à manier toutes les armes dont il allait se servir, de telle manière à pouvoir tirer relativement juste, mais surtout, à ne pas cligner des yeux quand ça pète, à pouvoir recharger son arme sans regarder l'arme, parce que quand t'as 2 guns dans chaque main, c'est difficile de servir, vous comprenez. Donc, et il a fait ça pendant 1 mois, et alors là, le résultat est sensationnel, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est assez bien. Par contre, le fameux fusil plasma qu'il demande pendant lorsqu'il est dans la boutique, là, on attend toujours qu'il soit inventé, celui-là. Mais non, il est sorti. Pas encore. Mais si, il est sorti dans True Lies. Le plasma, le fusil plasma de laser. C'est pas le même. Et donc, ça, c'était au niveau des armes. Et attention. T'en oublies. C'est toujours sur que le 1 ou... Oui. Ah, c'est le 1, là. Non, c'est le 1. Là, j'ai fait que le 1, parce que sinon, attends, j'ai pas envie de monter une armurerie, quoi. Non, mais rendez-vous pour les armes du 2 à 17h30. Ouais, c'est ça. On fait pas catalogue. Et j'en termine avec, ce qui est maintenant considéré comme l'objet qui vaut le plus cher. Je veux dire, quoi, vente aux enchères, et encore, si t'en trouves, t'es bien, c'est les pompes que Kyle Reese trouve, qui fauche plus ou moins au début. C'est des Nike High Top Vandal. Et je parle là de l'époque où Nike n'avait pas encore sorti les Air, des trucs comme ça, des trucs bidons. Non, c'était des vraies pompes, des pompes montantes. Soit, il y avait également la version basse. Et je suis allé sur le site marchand le plus important du monde en ce qui concerne les deals de sneakers. Tu sais, quoi, les mecs, ils achètent des trucs qui portent jamais. Et le prix,
le prix dépend de la taille, mais va varier entre 22 000 et 25 000 dollars la paire. Alors je peux vous rassurer, vous pouvez vous procurer des Vandals parce qu'elles ont été remises en circulation, refabriquées avec le nouveau petit truc Terminator. Mais si c'est marqué Terminator sur la boîte, c'est pas bon, c'est pas des c'est pas les originaux, qui datent des Kyle années Reese 80. peut faire ses courses en étant poursuivi par des policiers. Bah ouais, ça c'est c'est un la Et encore, et en plus, là, tu 22 000, c'est du normal. C'est voilà. Si tu as ceux qui ont été portés par Kyle Reese et quand tu renifles, tu as encore l'odeur de ses pieds, ça va encore plus loin. C'est 100 000, 200 000 facile. Et je te parle même pas de la redingote du clochard. Ouais, bah oui, bon, alors. Et les fringues du Terminator, son Perf et compagnie, là, son Perfecto et compagnie, c'est pas iconique ça non plus? C'est un perfecto qui n'est même pas un perfecto, quoi. Mais ouais, c'est pas un perfecto dans le premier. C'est pas un perfecto, c'est pas le vrai, la marque. Oui, mais c'est pas la l'image marque. est restée, mais en fait, et en plus, c'est pas à lui, il la pique. Mais à chaque fois, il s'habille comme ça et il va pas se mettre. Toi, donne-moi ta veste, ton truc et ta moto. Voilà. C'est génial que tu parles de tous les artefacts et tout, parce que dans l'évolution du personnage, parce que le film, on est d'accord, c'est un film très simple, c'est une chasse en fait. C'est juste ça, c'est une grosse course poursuite. C'est un slasher comme il a. Ouais, c'est ça. Et du coup, au fur et à mesure de cette chasse, ce qui est intéressant, c'est que le Terminator va y avoir une destruction progressive de la figure humaine du personnage. Et donc au début, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive nu. Donc il pique les vêtements, moi c'est ce que j'appelle on voit même sa quéquette. Ah ouais. Ah si, tu le vois. Putain, il a l'œil. Ah bah quand il a mis arrête sur l'image plusieurs fois. On voit sa quéquette. Quand il est à poil et puis il est accroupi comme ça, quoi, et à un moment donné, tu vois juste une petite ombre comme ça, tu te dis c'est pas dans le prolongement. Mais dans le fait qu'il arrive nu, qu'il s'équipe, donc qu'il s'habille, qu'il prend ses armes, c'est dans le jeu vidéo, on appelle ça il se loot. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus la machine maîtrise mieux les armes que les hommes en fait, que la création dépasse l'homme. Et au fur et à mesure, donc il y a cette scène mythique, donc il va se déstructurer. Il y a ce moment où il se répare dans la chambre d'hôtel. Un gars passe et il lui fait une imitation fuck you assault, je crois. Et il dit le gars mec, ça pue le rat crevé. Et c'est quand même intéressant ce côté que la fausse chair se met à pourrir et à sentir. Il y a quand même une émanation de la machine, mais la destruction, c'est là que ça va être à mon avis le plus intéressant parce que on va découvrir le fameux œil mécanique et surtout à la fin l'exosquelette. Qui est aussi encore plus iconique, je pense, que limite Arnold Schwarzenegger, quoi. Voilà. Et puis bon, cet œil, en fait, on en a beaucoup parlé parce que c'est vraiment un événement traumatisant, on va dire. C'est plus traumatisant peut-être que les tueries Après, Buñuel avait fait ça avant. C'est ça. Je voulais en arriver là. Buñuel, c'était poétique. C'est une influence de Buñuel, de cinéaste, de cinéphile. Cameron. Non, mais j'imagine les mecs à l'époque. Terminator. Il s'arrache l'œil. Je vois bien la référence à Buñuel. Non. Fulci aimait bien ça. Non, mais c'est ce genre de référence que tu places dans un film, tu dis ouais, non, moi j'ai kiffé, donc je vais placer ce truc-là, même si 99% ou 99,9% de gens ne comprennent pas le truc, c'est pas grave parce que dans certains films c'est pareil, tu captes pas non plus forcément au premier abord la référence à un film de Cameron, un film de Matt Tiernan ou de Carpenter. Et c'est pas important, c'est ça qui est bien. C'est juste un truc pour dire salut, merci. Et puis c'est tout quoi. Et c'est le contraire de Tarantino qui lui fait du post-modernisme. J'accumule des références quoi. Je construis une espèce de truc et je fais un film autour. Voilà, alors juste un petit truc pour rebondir parce qu'on est à bâton rompu et c'est super chouette. C'est que pour arriver à la scène où c'est un animatronique pur et dur qui s'arrache un œil, en fait il y a un jeu de maquillage qui est assez délirant. Surtout qu'on voit dans la scène de la course de voiture où en fait il est maquillé avec de la peinture mate pour qu'il ne sue plus et qu'on voit très peu le grain de la peau d'origine de Schwarzenegger et que ça fasse un raccord entre sa gueule très humaine du début et le fait qu'il devienne de plus en plus synthétique ou en train de crever comme tu disais la peau. Et en fait on le voit vachement bien, ils ont les sourcils rasés déjà. Ouais, c'est vrai. Et en fait on dit tiens il est bizarre et en fait toute cette scène est vachement maîtrisée. Surtout, on le voit très bien dans la course de voiture pour faire le raccord entre le début et la scène de l'arrachage de l'œil pour qu'on voit moins l'animatronique parce qu'effectivement, comme ils vont le filmer en très très gros plan, il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais moi, je trouve ça très intéressant, mais du coup, cette dimension aussi organique, parce que c'est ce que je vous disais en off, je pense que le Terminator, le T-1000, c'est peut-être plus la version qu'avait en tête James Cameron dans cette idée de machine. Parce que dans le 2,
aidé par les effets numériques, on a vraiment ce côté, il peut reproduire totalement la matière et ça devient un body snatcher. Bah, il faut savoir. Un body snatcher même carrément. Donc là, on a l'influence de Finn Carpenter. Mais il faut savoir justement que Cameron avait l'idée de ce Terminator né en métal liquide dès le premier film. Mais bien sûr, le premier film, à la base, il devait justement 2 Terminators, le métal liquide qui était là pour tuer Sarah Connor et l'autre qui était envoyé pour la sauver. C'est-à-dire que en fait le 2 était prévu pour être à la base le premier, sauf que la technologie de l'époque en 84 ne permettait pas ce genre de choses. Il dit bon ben on va épurer et c'est arrivé au premier Terminator. Comme quoi l'épuration ça. Non, un Terminator 1000 en stop motion façon Choc des Titans, là, ça aurait été classe. Ah oui. Ray Harryhausen, le dernier film, c'est ça aurait été Terminator. Mais d'ailleurs, saluons la stop motion de Stan Winston pour l'animatronique, parce que c'est quand même l'un des héritiers de Ray Harryhausen avec Phil Tippett, et il a fait vraiment un travail exceptionnel. Et c'est l'un des derniers pour moi grands films à effets spéciaux bruts, Terminator, parce que dès qu'il y aura Terminator 2, l'arrivée des effets numériques avec le clou planté par Jurassic Park, c'est un peu un artisanat qui va se perdre, selon moi, pour arriver après sur une autre forme d'artisanat, et Cameron deviendra un autre maître aujourd'hui avec Avatar de cet art numérique. Quelques petites remarques encore, quelques petites anecdotes concernant justement le fait que Arnold s'était vachement entraîné à manier les armes et tout. Il a eu droit dans le prestigieux magazine Soldier of Fortune, sponsorisé par la NRA et puis tous les mercenaires du monde entier, qui avait justement une rubrique spéciale où ils analysaient les films et pour se foutre de la gueule des gens qui avaient des armes, la façon dont ils se servent des armes dans les films. Les gens, le mec nous dit non mais ça va pas à la tête. Et justement, ils ont décerné un grand bravo à Schwarzenegger qui a fait tout correct comme ça devait être fait. Donc bravo quand même. Et on parle justement de l'histoire de l'œil, pas celle pas celle de Georges Bataille ou du chien andalou. L'œil, en fait, c'est au moment où il va cramer, il est obligé de se changer un petit peu. Et là, ce qui se passe également, c'est que tout crame et donc son aspect humain avec ses sourcils vont cramer. Ouais. Et donc il passe la fin du film avec les sourcils rasés, d'accord, cramés quoi. En fait, lui, il flippait. Schwarzy, il dit ouais, mais s'il repousse pas, je fais quoi? Et puis il a carrément assuré à la Lloyds, la boîte d'assurance de Londres, ses sourcils en cas où il ne repousserait pas. Bon voilà, c'est. Je sais qu'il y en a certains qui à la Lloyds qui ont les mains qui sont assurées, des trucs comme ça. Par contre, le coup des sourcils, je la connaissais pas. Parce qu'en plus d'être Monsieur Univers, il était mannequin sourcils. Ouais, je crois. Exactement. L'attaque du SWAT, juste à l'instant, qui illustre donc musicalement le film Terminator dont on parle. Et maintenant, si Terminator est un produit visuel, on va dire, sonore également un petit peu, en tout cas, c'est pas du tout littéraire, quoi. Au départ, mais par contre, c'est pas le bon que j'ai. Par contre, côté littéraire, bien sûr, tout ce qui est graphique et tout, ça marche bien. Et j'ai demandé à notre spécialiste de manga déviant si on pouvait faire un Terminator super déviant, tu vois, avec des histoires de pieuvres et puis. Non, j'ai trouvé des choses, mais non, la plupart. Alors au Japon, il faut savoir que Terminator a eu son petit succès, mais uniquement avec le 2, parce que si on regarde les charts au Japon, donc la référence dans les charts japonais, c'est justement pour un film, c'est qu'il dépasse les 1 milliard de yens au Japon.
Terminator 1, 523 millions de yens. C'est fait. C'est fait. Au revoir. Donc pas vraiment beaucoup de références. Là où le 2 va nous faire un petit 8,5 milliards de yens. Donc gros succès. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, c'était le moment du cyberpunk. Donc on va avoir des mangas qui vont sortir. Et notamment, on va avoir des mangas dont je sais que mon voisin, mais qui me vanne assez régulièrement, apprécie, Gun. Voilà, c'était dans le 2 est sorti avec ce manga-là qui était prépublié à ce moment-là dans le Jump et il y en a toute une série et c'était à ce moment-là, donc le 2 a profité plus du cyberpunk. Ce qui est marrant parce que le film live qui a été fait est produit par Sony. James Cameron. James Cameron. Ouais. Oui, James Cameron. Non, c'est Orion Pictures. Voilà. Au Japon, pas énormément de succès, sauf que il y en a un qui lui a adoré le premier Terminator au point de l'intégrer à l'intérieur même de ses séries. C'est Akira Toriyama. Et ça c'est visible dans 2 de ses séries, donc Dr. Slump. Ouais, bien sûr. Et Dragon Ball. Pour Dr. Slump, alors c'est plus un personnage marrant qui passe en fond et qui joue un peu le Terminator et qui vient foutre un peu le bordel. C'est un coup à se faire écraser par Godzilla. Voilà. Voilà. Un truc comme ça. Mais il est juste comme un personnage vraiment secondaire ou autre. Par contre, dans Dragon Ball, là, c'est une autre truc. Alors, il y a 2 moments où Toriyama va exploiter Terminator. Il y a d'abord un premier passage, et je l'ai récupéré là ici en manga, c'est en fait au moment de l'armée du ruban rouge. Lorsqu'il va attaquer la forteresse de White, donc l'énorme tour avec des étages et tout le bazar, au 2e étage, au premier étage, en fait, t'as juste les sous-fifres, ils se font défoncer immédiatement. Et au premier étage, il va se retrouver avec le sergent métallique, le Full Metal Jacket en français, ou même sergent, enfin il y a plusieurs noms suivant l'édition de Dragon Ball, on va avoir plusieurs noms et en fait c'est un Terminator revu et corrigé par Toriyama avec ses petits sans dessin, enfin il est costaud, il est quand même costaud, il est très très costaud. Voilà, il est. Et il a ses lunettes iconiques. Quand tu vois la taille de la tête par rapport au reste du corps, tu rigoles quand même. Ouais, c'est du Toriyama, hein. Je sais. Surtout que surtout c'est l'époque c'est vraiment les débuts. Mais ce qu'on va apprendre, il va bien entendu, alors ça prend un chapitre entier la bataille entre Sangoku et le sergent métallique. Et en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est le premier robot que va rencontrer Sangoku, qui va été fabriqué par un certain Dr. Gero. Et à partir du Dr. Gero, à partir de ces soldats métalliques et tout le bazar, on va avoir un arc entier sur les cyborgs, Trunks du futur, et là il va vraiment réutiliser l'ambiance Terminator et tout ça, et pour justement machine dans le temps, cyborg, on va avoir tout le décor, mais même la construction de cet arc. Si on regarde un peu le scénario des Terminator 1, Terminator 2, parce que le Terminator 2 était déjà sorti à ce moment-là, bizarrement, on retrouve un peu ce truc-là. C'est à partir du moment où t'as celle qui arrive, ou t'as Trunks qui arrive. Mais c'est à peu près l'âge d'or de Dragon Ball Z. Voilà. D'autant plus que c'est 17 et c'est 18. Oui. Et surtout c'est 16. Surtout c'est 16 qui celui qui ressemble le plus en fait à Terminator. C'est celui qui le développe le plus de sentiments humains. Voilà. Donc là, même sur cet niveau de lecture, c'est très Terminator. Sachant que le coup des lunettes, le coup des lunettes du Terminator va aussi être exploité par Akira Toriyama pour je sais qu'il y a 2-3 cyborgs qui se baladent et qui ont ces fameuses lunettes dans les dans son mais maintenant que j'y pense, 22 000 voilà, à l'espèce de truc au scope là, oui. Oui, voilà, parce qu'on a toujours cette pour calculer le ki, cet effet chip qu'on a dans les films, il y a aussi, caméra rouge. Mais aussi après la période cyborg, dans la période boue, le héros pour se masquer, il va juste utiliser des lunettes et c'est le même modèle que ceux que Son Gohan pour faire son héros millénaire. Il va utiliser exactement les mêmes lunettes. Il va même dire, mais c'est même Bulma qui va dire, mais ces lunettes-là, je les ai récupérées sur un cyborg du Dr. Gero. Ouais. Donc, voilà, l'affiliation. Alors, on sait pas si c'est pas le cyborg en question, le sergent métallique que Son Goku croise dans Dragon Ball. En tout cas, les clins d'œil,
Toriyama arrive à très bien travailler la patte à récupérer l'univers de Toriyama, de Terminator et de l'intégrer à son propre univers. Mais c'est le seul. Les autres ont juste fait des petits trucs. Tu vois le Terminator qui apparaît en fond, ou des trucs comme ça. C'est juste plus des caméos réellement que des vraies présences. C'est vrai qu'on en a discuté aussi en off. On se disait, je m'interrogeais sur le succès du premier au Japon, mais c'était surtout en fait par rapport au côté cyberpunk, qui est quand même le Japon a quand même une grosse histoire avec le cyberpunk et notamment Ghost in the Shell, même Akira, Tetsuo, des films ouais. très très gore, un côté très body horror ils arrivent à mêler le body horror et le cyberpunk, ce qui arrive à faire Cameron, mais son film est quand même purement américain, hein, les armes à feu. Et du coup je me posais cette question, et donc c'est vrai que Dragon Ball Toriyama est abreuvé de Terminator. C'est vrai. Voilà, mais c'est le seul, parce que on pourrait se dire Ghost in the Shell, les trucs comme ça. Non, aucun ne cite le Terminator. Et ils sont dans la bataille, ils sont plutôt Robocop en fait. Ah ouais, ils aiment Robocop. ils donnent plus du côté de Robocop que réellement du côté Terminator. Ouais. Donc c'est assez marrant de voir justement que le 2 a profité au Japon de la période cyberpunk qui était en train de se dérouler à ce moment-là, alors que tu l'as dans Toriyama, quoi. Alors, si tu veux une petite digression totalement prétentieuse de ma part, je comprends pourquoi ils préfèrent Robocop à Terminator. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. En ayant perdu la guerre contre les Américains, les Japonais ont eu un traumatisme du fait qu'ils ont été battus pas sur la base du courage et de l'honneur et de la combativité, mais sur la base de la technologie. À partir de ce moment-là, ils sont devenus fans de robots et de technologies positives, c'est-à-dire des technologies qui servent l'humanité. Et à ce moment-là, le fait d'avoir un humain modifié en robot, Robocop, qui sert l'humanité, leur convient sans doute mieux qu'un robot envoyé par un futur négatif, fait pour tuer l'humanité, Terminator. Donc peut-être que d'un point de vue culturel, ça ne correspond pas à leur image Gundamesque du truc. Ils ont déjà leur monstre de l'apocalypse de toute façon, comme qui n'est pas robotique. Parce que la peur nucléaire dans Terminator, qui est incarnée par les machines, les Nippons l'ont avec Godzilla. Mais c'est marrant, c'est la même peur, hein. C'est cette peur du nucléaire qui traverse James Cameron. Et d'où les images dont tu as évoqué dans ta chronique jeux vidéo, ces fameuses images que tout le monde apparemment, certains ont été beaucoup déçus en voyant le 2 parce qu'ils voulaient voir un développement de l'univers qui... Tout le monde voulait voir cette guerre du futur. Voilà, cette guerre du futur, quoi. Parce que ces quelques instants nocturnes, ils sont magnifiques, crasseux, ils sont incroyables. Où les gens mangent de la merde, où tout le monde se soigne ses blessures quand il se bat pas. C'est ce qu'on voulait voir dans Terminator Renaissance, qui a été filmé en plein jour. Oui, Et c'est vrai que Robocop est plus humain, on va dire, que Terminator, qui est vraiment un robot pur. Et en même temps, on se dit que Isaac Asimov n'aurait pas été d'accord parce que ça va contre ses lois de la robotique. Donc en fait, Terminator, c'est un robot sans âme, quoi, sans humanité, quoi. Moi, c'est le Portimanga, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver. Et du coup, il faudrait les grands spécialistes autour de Terminator, ça reste les Américains. Ouais. C'est normal, ils puisent à la source. Tu vois, alors, faut toujours voir le côté pratique des choses des fois, quoi. Ok, c'est bon. Lève la main. 5 en bas. Trop lent. Non, c'était pour plaisanter. Allez, on essaie encore une fois. Allez, vas-y. Ouais, bien, allez, à toi. Et tape mon 5. En regardant John avec cette machine, tout devint très clair. Le Terminator ne s'arrêterait jamais. Il ne l'abandonnerait jamais. Et il ne le frapperait jamais, ne crierait jamais après lui ou le tabasserait en rentrant sous, ou ne dirait qu'il est trop occupé pour jouer avec lui. Il serait toujours là. Et il mourrait pour le protéger. Et de tous les pères possibles qui sont passés toutes ces années, cette chose, cette machine, était le seul à être à la hauteur. Dans un monde de fous, c'était le choix le plus raisonnable. Et tout de suite, avec toi, Axel, on va
explorer l'univers, pardon. Tu préfères gagner ou perdre 1 heure, Anaïs, toi? Moi, je crois gagner 1 heure pour dormir. On va se frotter donc à la super production d'Alita Battle Angel dans la critique ciné du jour. Oui, Alita ou la rencontre de deux visionnaires pour un blockbuster futuriste qui me laisse sceptique. Et par visionnaire, on pense bien sûr à James Cameron et Robert Rodriguez. Ah, une affiche qui met l'eau à la bouche, hein. À la production, le puissant, le respecté James Cameron, le mec qui annonce le cinéma de demain, celui dont la carrière se résume à des grands coups d'innovation technologique. Son but à lui, c'est de produire des expériences sensorielles vertigineuses, de nous offrir des univers sans limite. Et justement, le papa de Terminator est trop occupé sur Avatar 2, du coup c'est Robert Rodriguez qu'on appelle à la rescousse. Rodriguez, vous savez, c'est le poteau de Tarantino, celui à qui on doit les Machete, Une nuit en enfer, ou encore les Sin City. Mais voilà, ce dernier a déclaré à la presse, je cite, Alita est un film de James Cameron qui n'a simplement pas eu le temps de réaliser, mais bon, je me dis qu'on peut lui faire confiance, il peut apporter son petit brin de folie, et puis autant dire que niveau effets spéciaux, il maîtrise. Surtout que c'est adapté du manga Gum de Yukito Kishiro. Yukito Kishiro, oui, Gum. Alors c'est l'histoire d'une jeune cyborg qui cherche à découvrir qui elle est. Elle est élevée par le docteur Ido, qui l'a trouvée dans une décharge et réparée. Et celle-ci va s'avérer être une machine à combat redoutable. Donc voilà, on se retrouve avec une super production à plus de 100 millions de $. Les mecs qui s'en occupent, c'est loin d'être des poires. Ok, je me dis que ce petit blockbuster peut être sacrément sympathique. Si derrière l'ange se cache une guerrière, peut-être que derrière la machine à fric se cache un film implacable. Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis. Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça ne dépend que de toi. Parlons de choses qui fâchent, Axel. Alita est-il à la hauteur de nos attentes ? Ah, et j'ai eu tort d'espérer, hein. Bah comme je l'ai dit, mes avis sont mitigés. Le film est loin d'avoir conquis mon cœur. Je vais d'abord commencer par les bons points, histoire d'être gentil quand même. Alors, on ne peut pas lui enlever son ambition visuelle. Il y a une vraie direction artistique soignée, avec les images on en prend plein la gueule. D'habitude, je suis très vite réfractaire aux abus d'effets spéciaux, mais là ça épouse clairement le propos. Le résultat est quand même sacrément bluffant, le tout est habité par une certaine énergie. La force du film, c'est de rendre le virtuel plus vivant que l'humain. L'héroïne est très réussie, tant mieux en même temps, hein. Elle est très charismatique et limite encore plus que les acteurs de chair et d'os, parce que dans ce film les seconds rôles peinent à exister. Je pense notamment au méchant joué par Mahershala Ali qui est pour moi trop vite expédié. Et puis n'oublions pas le principal, l'action. Ouais, les scènes d'action sont top, c'est maîtrisé et diablement efficace, et pour une fois elles sont lisibles. On reconnaît là la touche Rodriguez. Il nous offre des combats bien brutaux comme il faut, mais bon voilà. Le problème c'est qu'elles sont beaucoup trop fugaces pour être vraiment mémorables. Je vois qu'on commence à déborder sur les mauvais points, alors lâchons-nous. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans Alita ? Ah, le problème c'est l'histoire. Elle est trop propre, trop lisse, trop convenue, trop édulcorée. La romance, l'histoire d'amour est trop présente, trop mise en avant à mon goût. Bon, je sais, Cameron c'est un romantique, on pense bien sûr à Titanic. Mais là ça ne prend pas, toute la mélancolie est noyée par le côté teen movie. Entre les dialogues à l'eau de rose et des scènes prévisibles, ça tourne limite au grotesque. Comment une machine peut éprouver des sentiments ? Cette question n'est jamais abordée. D'ailleurs, toutes les questions sur la nature profonde de l'être passent complètement à la trappe. Ensuite, on nous propose un univers visuel hallucinant, mais celui-ci n'est pas exploré. Le film ne prend pas le temps de s'attarder sur des détails, on ne ressent pas du tout l'aspect dystopique. La ville poubelle n'a rien de menaçante. Malgré un décor urbain massif, on a une impression de vide qui ressort. C'est désincarné, il n'y a pas de peuple, pas d'humain. L'enjeu des classes, qui est pourtant important dans le cinéma de Cameron, passe aussi complètement à côté. Mais dans Alita, il reste en arrière-fond. Moi j'aurais voulu voir une vraie révolte, hein. Peut-être dans la suite. Car évidemment, il y aura une suite. Ah bah bien sûr, hein, la suite est obligée, c'est la règle du jeu. Hein. Sinon, on n'aurait sûrement pas eu cette fin pourrie et trop formatée. Bref, il ne faut pas être trop gourmand. Alita est un vrai produit de consommation, un grand film d'exposition qui manque cruellement d'enjeux. C'est dommage, mais c'est la dure loi du cinéma commercial, il faut l'accepter. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle ? Vous m'avez sous-estimé. Alita Battle Angel, produit par James Cameron, mise en scène par Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christopher Walken et Jennifer Connelly. En attendant, je vous laisse avec cette réplique: je préfère régner en enfer qu'être esclave au paradis. Bonne méditation.